Nous allons donc démarrer cette session avec une question qui va jalonner tous nos exposés entre tout de suite et dans 1h30, à savoir concernant cette espèce orge-printemps, est-elle révélatrice du changement climatique? C'est une question. Nous essaierons d'apporter quelques pierres à l'édifice pour répondre à cette question. Nous sommes 5 à avoir préparé ce webinaire. 5 régionaux. Mélanie Franche qui se trouve à Châlons-en-Champagne, Romain Scheller qui se trouve au Magnerot à côté de La Rochelle, Édouard Baranger qui se trouve à Bourges, Eva Deschamps qui se trouve à Montance, c'est à côté d'Albi, et moi-même Luc Pelcé qui suis à Dijon. Une fois cette présentation faite, nous allons vous proposer quelques informations pratiques pour ce webinaire. 3 informations pratiques, il pourrait certainement y en avoir d'autres, nous en avons sélectionné 3. La première d'entre elles est importante, il s'agit d'avoir un lien avec vous et à ce niveau-là, vous avez la possibilité, vous le savez, de poser des questions par le chat qui se trouve à droite de votre écran, si tant est que vous l'ayez identifié. Je vous invite à poser vos questions dès le début de chacune des sessions parce qu'il y a un certain laps de retard et que mes collègues et moi-même devons prendre le temps de trier et de résumer un petit peu les questions que vous allez pouvoir poser. Des séances d'échange donc seront organisées après chacune des sessions, après chacun des thèmes, et puis nous vous inviterons, j'y reviendrai sans doute à la fin, aussi à nous interpeller après ce webinaire par mail parce que nous sommes conscients que probablement nous ne répondrons pas à toutes les questions. L'expérience des 2 webinaires d'hier nous le montre qu'il nous faut avoir une relation postérieure au webinaire pour que tout le monde soit satisfait de son webinaire. Je vous invite à inscrire votre nom, votre numéro de département, c'est plus convivial, mais c'est facultatif. Si vous n'en avez pas envie, bien évidemment, rien ne vous y oblige. Deuxième point, nous vous proposons un questionnaire d'évaluation, une enquête d'évaluation. Ce questionnaire apparaît normalement dans le chat tout de suite à l'instant comme lien. Il sera de retour ce lien en fin de webinaire. Enfin, concernant la mise à disposition de ce que vous allez voir et écouter pendant l'heure et demie qui vient, nous avons retenu le principe que nous allions enregistrer tous nos webinaires, dont celui-ci, et que le replay sera mis en ligne gratuitement sur notre chaîne YouTube dans les jours à venir. Christelle Moreau, assistante à Dijon, d'Arvalis nous accompagne et nous a permis d'organiser au mieux ce webinaire et c'est vers elle et c'est avec elle que vous serez en relation postérieurement après ce webinaire. Afin de vous inviter à intervenir dans le chat en toute décontraction, nous vous proposons un petit exercice de calcul mental tout simple dont vous pourrez mettre le résultat en lieu et place dans poser une question. Il ne vous a pas échappé que les orges de printemps brassicoles ont comme débouché principal justement la brasserie et donc une petite question ayant trait à ces orges brassicoles avec peut-être le rappel d'un certain nombre de données et l'une d'entre elles est importante me semble-t-il pour spécifier que la France est un grand pays d'orges brassicoles puisque 20% des bières brassées dans le monde le sont à partir d'orges de brasserie française. C'est important. Autre information, qu'il faut 1 hectare d'orge de brasserie pour remplir 140 000 verres de bière de 25 centilitres. Ça aussi, c'est une donnée française que promotionnent nos amis et partenaires de Passion Céréales. Et donc, la question que je vous pose, et c'est de l'arithmétique tout à fait basique, c'est combien de litres de bière par mètre carré est produite par mètre carré d'orge de brasserie.
de brasserie. Donc c'est un calcul rapide que je vous invite à mettre dans le chat. Peut-être pendant que vous faites votre calcul et que vous posez votre chiffre dans le chat, les hypothèses retenues pour cette équation de 140 000 verres de bière pour 25 centilitres, on part d'un rendement grosso modo de 60 quintaux par hectare d'orge de brasserie. On part sur un versement de 12 kg de malt pour 100 litres de bière. Et avec ces données-là, on arrive à un calcul du type 140 000 verres de bière de 25 centilitres. La réponse à la question, si tant est que je n'aille pas trop vite par rapport au calcul que vous êtes en train de faire, la réponse à la question, c'est 3,5 litres de bière par mètre carré, et c'est ni plus ni moins que 420 grammes de malt par mètre carré, et donc avec un rendement de 60 quintaux d'orge par hectare, c'est 600 grammes d'orge de brasserie récoltée par hectare. Je vous propose maintenant de passer au programme de notre webinaire. 4 temps forts, donc animés par les uns et les autres, avec des temps de réponse en tout cas pour les 3 derniers. Premier temps fort, donc quelques chiffres clés de la production d'orge de printemps en France. Deuxième temps fort, consacré, je dirais, plus spécifiquement à la physiologie de cette espèce orge de printemps et de se poser la question de savoir comment elle fait son rendement. Troisième temps fort, une déclinaison de plus en plus fréquente que l'on observe dans nos campagnes, à savoir quels sont les enjeux autour de la production d'orge de printemps semée à l'automne. Et enfin, nous terminerons par un aléa climatique qui nous a probablement posé quelques soucis en cours d'année 2020 et se cache derrière cet aléa la question de savoir si l'aléa climatique change la donne pour le risque jaunisse nanisante des orges et des orges de printemps en particulier ce matin. Si je chausse ma casquette d'animateur national de la filière orge de brasserie pour l'Institut, je vous propose maintenant 3 diapositives pour vous présenter quelques données chiffrées concernant la production d'orge de brasserie ou d'orge de printemps en France. Pardon. Un premier graphique que je vais vous présenter en 2 temps. Premier temps, c'est l'ordonnée qui se trouve à votre gauche et les histogrammes. Ce sont des surfaces observées, enregistrées en France, cultivées en orge de printemps, semées au printemps entre 2000 et 2020. Autour d'une moyenne que l'on trouve autour de 500 000 hectares sur ces 20 ans, vous observez quelques soubresauts, et en particulier quelques soubresauts à la hausse, qui sont des indicateurs, je dirais, d'une espèce qui est boostée par des accidents climatiques survenus sur d'autres espèces. Je m'explique. Lorsqu'en, par exemple, en 2003 ou en 2012, vous observez des surfaces d'orge de printemps qui atteignent de l'ordre de 700 000 hectares, c'est parce que malheureusement, les orges d'hiver et les blés d'hiver ont gelé. Souvenez-vous, pour les plus jeunes, en 2003, c'était en janvier 2003, en 2012, c'était en février 2012. Lorsque, en 2001, en récolte 2001 ou récolte 2020, encore plus fort, on a ces hausses de surface, c'est parce que à l'automne 2000 et à l'automne 2019, eh bien, on a eu des grandes difficultés à semer des blés d'hiver et des orges d'hiver et qu'un transfert s'est élaboré pour cultiver des orges de printemps.
Enfin, en 2019, en récolte 2019, et c'est à l'automne 2018 que nous avons eu des soucis de sécheresse. Et souvenez-vous, dans les régions fortement implantées avec des colzas, on a eu un bon nombre de colzas qui ont été retournés, outre les problèmes de ravageurs qui ont lieu sur cette espèce, et que la conséquence de cela a été en partie, pour partie, une augmentation des surfaces en orge de printemps. En parenthèse, nous avons de l'ordre de 40 000 à 75 000 hectares d'orge de printemps semées à l'automne. Elles sont généralement comptabilisées, ces surfaces, dans les orges d'hiver, dans le 1,2 million d'hectares d'orge d'hiver. C'est assez fluctuant, mais c'est en progression. Et probablement que le 75 000 hectares d'orge de printemps semées à l'automne, c'est un chiffre qu'on pourrait retenir pour la récolte 21. Le rendement est à droite sur ces graphiques, avec donc la courbe que vous avez en haut, avec l'observation que ce rendement est fluctuant en fonction du climat et en particulier stable, ce qui est regrettable par les temps qui courent. Deuxième diapositive, plus rapidement. Deuxième diapositive, vous avez ici les 800 000 hectares d'orge de printemps qui ont été implantés en 2020. Les principales régions, 85% de ces surfaces sont concentrées dans les régions dites brassicoles, au moins selon le découpage proposé par Malter de France. Et parmi ces régions très productrices d'orge de printemps brassicole, on trouve la Champagne-Ardenne avec de l'ordre de 25%, le quart des surfaces. Puis juste après, le centre Val-de-Loire, avec des départements en particulier comme le Loiret, l'Eure-et-Loire et le Cher. Troisième diapositive, vous avez ici représenté la moyenne des 10 dernières années de production d'orge en France, d'orge tout débouché. Le chiffre moyen de ces 10 ans, c'est 11 millions de tonnes pour tout déboucher. En parallèle, vous avez de l'ordre de 35 à 38 millions de tonnes, en moyenne 35 millions de tonnes, disons, de blé produit tous les ans. Ici, c'est 11 millions de tonnes. Parmi ces 11 millions de tonnes, 3 millions de tonnes d'orge de printemps, donc elles sont minoritaires parmi toutes les surfaces que nous avons en orge, toutes débouchées confondues. Et issu de ces 3 millions de tonnes, eh bien, nous avons 2 millions de tonnes d'orge de printemps brassicole, c'est-à-dire d'orge qui rentre dans des malteries pour y être malté puis transformé ensuite en bière. Le taux de sélection, c'est ça le vocabulaire, il est de 65%. Je dirais que c'est la part d'orge de brasserie qui répond bien au cahier des charges des malteurs brasseurs, à savoir en tout cas le calibrage supérieur à 90 et la teneur en protéines comprise entre 9,5 et 11,5. Associé aux 2 millions de tonnes produites sous forme d'orge cirant hiver brassicole, soit 4 millions de tonnes au total, c'est ça l'offre française en orge brassicole, eh bien 90% de cette offre est exportée dans le monde entier, aussi bien sous forme de malt que sous forme de grains. Je vais maintenant passer la parole à Mélanie Franche qui va nous raconter une histoire sur comment l'orge de printemps fait son rendement. Merci Mélanie. Merci Luc. Alors bonjour à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie Franche, basée à Châlons-en-Champagne en tant qu'ingénieure régionale. Et effectivement, en 15 petites minutes, je vous propose de parcourir les petites spécificités physiologiques des orges de printemps et puis voir comment le climat peut influencer toutes ces petites spécificités. Alors, nous allons commencer par le début de cycle. Donc, vous savez très certainement que l'orge de printemps, de par sa période de semis, est très sensible au risque de gel du coléoptile. Alors, pour rappel, pour toutes les espèces de céréales à paille, le coléoptile, c'est un organe non chlorophyllien, incapable de produire des sucres qui lui permettraient de résister aux basses températures. Alors, ce risque de gel du coléoptile, il apparaît autour de moins 6 degrés sous abri, ce qui correspond peu ou prou à moins 7, moins 9 degrés en plaine, avec potentiellement, en termes de symptômes, des disparitions de plantes.
Alors, vous savez exactement, je pense, que ce risque, il est très dépendant de la date de semis et du potentiel d'exposition aux températures gélives. On n'aura pas le même potentiel d'exposition au froid entre le grand quart nord-est de la France et le sud-ouest ou la bordure maritime, vous l'imaginez bien. Donc tout cela, ça a toujours conditionné les préconisations de date de semis qui peuvent être différentes entre les différents contextes pédoclimatiques français. Alors, nous avons souhaité savoir quel était ce risque où on peut rencontrer des températures inférieures à -6 degrés selon les dates de semis et le rythme de développement des orges de printemps en fonction de différentes stations météo. Donc, c'est ce que vous voyez sur les deux graphiques sur la diapo. Et ce risque, il est exprimé en nombre d'années sur 10. Je vais commencer par le graphique de gauche, où là, on a réalisé le calcul sur la période 1980-2000. Et si nous prenons l'exemple de la station météo de Fagnières dans la Marne, pour des semis avant le 10 février, le risque de gel du coléoptile était de l'ordre de 6 à 7 années sur 10, ce qui est loin d'être négligeable. Et c'était grosso modo le même constat pour la station météo de Dijon en Bourgogne-Franche-Comté. Sur le graphique de droite, on a fait exactement le même exercice, mais sur la période 2000-2020, donc pour voir si le risque de gel du coléoptile était aussi important ces dernières années que les années d'avant. Et ce qu'on voit très clairement, c'est que ce risque de gel du coléoptile, il baisse, notamment dans le Grand Quart Nord-Est, puisque pour des semis avant le 10 février, il passe de 7 années sur 10 à moins de 4 années sur 10. Et vous remarquerez également sur les courbes jaunes et vertes entre les deux graphiques que ça ne bouge pas beaucoup. Entre la partie ouest-sud, là, on n'a pas de grosse différence entre les deux périodes de calcul. Du coup, en voyant ce risque de gel diminuer, il est tout à fait légitime de se demander s'il ne serait pas intéressant de semer des orges de printemps plus tôt, au mois de janvier, afin d'allonger le cycle. Alors, cette bonne idée va néanmoins se heurter aux conditions d'implantation des orges de printemps. L'orge de printemps, du fait qu'elle a un cycle très court, elle doit rapidement pouvoir s'installer dans de très bonnes conditions et elle déteste malheureusement les excès d'eau. Et dans nos régions, notamment dans le Grand Quart Nord-Est, au mois de janvier, il n'est pas toujours facile de trouver les fenêtres pour aller semer les orges de printemps dans des bonnes conditions. Donc, ce qu'il y a à retenir sur cette diapo, c'est semer plus tôt, c'est désormais possible vis-à-vis du risque de gel du coléoptile, à condition que les conditions d'implantation soient favorables pour assurer à la fois une bonne levée et une bonne phase de talage herbacé. Alors justement, en parlant de talage, une autre spécificité des orges de printemps réside dans leur capacité de faire monter beaucoup de tales à épis. En effet, contrairement aux céréales d'hiver, les tales principales sur orge de printemps exercent une faible pression sur les tales secondaires. Donc, dans nos essais, qu'on appelle les essais physio, nous avons pour habitude de compter les tales à plus de 3 feuilles au stade épi 1 cm, car ce sont les tales les plus susceptibles de monter à épi, et ça reste un très bon indicateur au stade épi 1 cm afin de déterminer le potentiel d'épi qu'on pourrait avoir. Alors, le graphique que vous voyez sur la diapositive croise le nombre d'épis par mètre carré en ordonnée en fonction du nombre de tales à plus de 3 feuilles par mètre carré à épi 1 cm. Les carrés que vous voyez jaunes, ce sont toutes les données historiques depuis le début des années 90. Donc, on remonte assez loin pour avoir ces éléments physiologiques. Alors, si je prends le cercle vert, donc il n'est pas rare d'avoir à peu près 600 tales à plus de 3 feuilles par mètre carré et puis de se retrouver au final à plus de 1000 épis par mètre carré. Ce genre d'observation, d'avoir beaucoup plus d'épis que de nombre de tales à épi 1 cm, c'est quasiment impossible en céréales d'hiver. Si on regarde désormais le cercle rouge, donc là, au même titre que les céréales d'hiver, on peut avoir une très bonne phase de talage herbacé pour les orges de printemps, avec quasiment 1000 tales à plus de 3 feuilles par mètre carré. Et puis, au final, se retrouver avec pas plus de 600 épis par mètre carré. Alors là, ce qui se passe, c'est très clairement les conditions durant la montaison qui ne sont pas optimales. Alors, c'est quoi des conditions non optimales durant la montaison pour les orges de printemps? C'est un peu comme les céréales d'hiver. C'est du sec, typiquement ce qu'on a eu cette année en 2020, des températures élevées en début montaison, ou bien on retrouve fréquemment ces problématiques-là dans les sols superficiels où l'exploration racinaire peut être parfois compliquée.
Alors, une petite info qui est toujours bonne à savoir, j'imagine que vous avez bien en tête que l'orge de printemps a un cycle beaucoup plus court et va beaucoup plus vite dans la mise en place de ses organes. Sachez qu'il faut 75 degrés jour pour sortir une feuille en orge de printemps. C'est 85 degrés jour en orge d'hiver, 100 degrés jour en blé tendre. Alors, on va maintenant s'arrêter sur la composante densité épi. C'est purement et simplement la composante majeure en orge de printemps, puisqu'elle explique près de 40% du rendement. À titre d'info, la densité épi explique moins de 10% du rendement en blé tendre d'hiver. Alors, le graphique que vous voyez sur la diapositive montre bien cette corrélation entre le rendement en ordonnée et le nombre d'épis par mètre carré en abscisse. Puisque si on regarde le cercle rouge, on pourrait remonter à 2020, 2014, voire même 2011, où là, on a eu une densité d'épis clairement en retrait, avec des rendements décevants. Donc là, le cercle, il encadre à la fois les rendements en sol profond, moyen, en craie, par exemple, où on est en moyenne sur 2020 à 67 quintaux. Et puis dans les sols plus superficiels du Berry, du Barrois, on va plutôt se retrouver autour de 45-50 quintaux. Le cercle vert, quant à lui, si on retourne en arrière, l'année la plus propice avec des bonnes densités d'épis, c'était 2019, où il n'était pas rare de voir une densité moyenne d'épis supérieure à 1000 épis par mètre carré. Donc on voit bien que cette composante-là, s'il se passe quelque chose dessus, on va de fait limiter le potentiel de rendement. Et malheureusement, cette composante densité épi, elle est très très sensible à la sécheresse. Le moindre aléa climatique lié au sec durant la montaison va impacter cette densité épi-là. Alors sachez, par rapport à cet aspect sécheresse, et grâce à de nombreux essais que nous avons mis en place depuis une trentaine d'années, il faut 120 mm de pluie entre le semis et l'épiaison pour permettre au plus grand nombre de tiges de monter à épi. Alors, c'est vrai que des fois, on se dit, bon, j'ai semé trop tôt ou au contraire, j'ai semé plus tard. On peut se retrouver avec des semis tardifs d'orge de printemps qui aboutissent à de très bons rendements si on a ces fameux 120 mm de pluie entre le semis et l'épiaison et qu'il n'y a pas de gros à-coups climatiques. Alors, malheureusement, quand il manque des épis, eh bien, il ne faut pas compter sur la fertilité épi et donc le nombre de grains pour compenser ce manque. En effet, l'orge de printemps et plus largement les orges à 2 rangs, donc les orges d'hiver à 2 rangs et les orges de printemps de 2 rangs, ne sont pas plastiques. Ceci est dû à la mise en place des épillets dont vous voyez le dessin en bas à gauche sur la diapositive. En fait, au début, durant la phase de talage herbacé, au tout début de cette phase-là, chaque épillet contient 3 ébauches de fleurs, donc vous voyez sur le petit dessin. Mais durant le talage, ces 2 ébauches latérales vont dégénérer et ne vont subsister que les fleurs centrales. Autrement dit, en orge de printemps, un épillet, c'est une fleur, avec une possibilité de compensation très limitée. Alors, on le voit plutôt bien sur le graphique présent sur la diapositive, qui croise le nombre de grains par épi à récolte, donc quand on bat les bottillons à la moisson, en fonction du nombre d'épis par mètre carré. Alors, les points se dispatchent comme un coup de fusil, sans aucun lien entre les deux facteurs, mais vous voyez tout de même qu'il y a une certaine variabilité, puisqu'on a entre 15 et 25 grains par épi. Alors, cette variabilité, elle est tout simplement liée au nombre d'épillets mis en place sur la phase fin talage début montaison, bien avant la mise en place du nombre d'épis. Autrement dit, ce qui peut potentiellement temporiser un tout petit peu un manque d'épis, c'est la longueur de l'épi lui-même, mais qui est un élément fixé très tôt dans le cycle. Alors, nous terminerons ces quelques rappels de physio par la sensibilité des orges de printemps à l'échaudage. Alors, l'orge de printemps, de par son rythme de développement et sa précocité, est davantage soumise aux températures échaudantes de fin de cycle, à l'image du blé tendre d'hiver. Par ailleurs, la phase de remplissage des orges de printemps est beaucoup plus courte que celle des céréales d'hiver. Retenez qu'il faut à peu près 580-600 degrés jour depuis les piaisons pour atteindre la maturité physiologique en orge de printemps, alors que c'est près de 800 degrés jour depuis les piaisons pour le blé tendre d'hiver. Cela implique donc un rythme de division cellulaire très important chez les orges de printemps. Alors cet aspect de division très cellulaire
très importante peut être très positif et aboutir à des gros grains, des gros PMG, donc de bon calibrage. Par contre, cela montre aussi une fragilité importante vis-à-vis de l'échaudage. Si vous êtes dans une phase où normalement les divisions cellulaires doivent être très importantes et qu'il y a un stress thermique à ce moment-là, on va d'autant plus impacter le remplissage des grains. Alors, pour illustrer ce que je viens de vous expliquer, vous avez ci-dessous, sur la diapositive, la dynamique de remplissage des orges de printemps, illustrée par le PMG à différents moments du remplissage, depuis le mi-remplissage jusqu'à la moisson. Donc, comme d'habitude, les losanges jaunes sont toutes les données que l'on a depuis une trentaine d'années. Et nous avons mis en exergue 3 dynamiques qui illustrent 3 situations complètement différentes. Alors, prenons l'exemple de 2016, donc le rectangle rouge. Donc là, ce qui s'est passé, mais c'était la même chose pour les céréales d'hiver, c'est que dès le début du remplissage, là où la pente de division cellulaire et de remplissage est la plus forte, le rayonnement était très déficitaire, associé à beaucoup de pluie. Les orges de printemps n'ont pas pu accrocher une bonne dynamique de remplissage. Et au final, les PMG se sont cantonnés à un petit 40 grammes en moyenne sur nos essais. En 2017, donc la courbe orange, tout commençait bien. Donc, on avait un mi-remplissage, un PMG potentiel de 40 grammes, et puis on se disait, si on continue sur cette lancée-là, on devrait avoir une bonne campagne en termes de PMG. Mais finalement, entre la moitié remplissage et la fin du remplissage, les températures échaudantes ont tassé la courbe, on le voit, la courbe, elle n'a pas suivi la trajectoire pluriannuelle, et ça a limité la croissance des grains. Donc, au final, on se retrouve à des PMG qui sont de l'ordre de 45 grammes alors qu'on avait commencé à 40 grammes. Le dernier exemple, le plus positif, celui de 2019, où là, finalement, dès le départ, la dynamique de remplissage était très bonne. Certes, on a eu quelques jours d'échaudage, mais qui sont arrivés assez tardivement et qui n'étaient pas nombreux. Pour rappel, on considère qu'on a de l'échaudage quand les températures maximales sur une journée dépassent 30, voire 32 degrés. Et donc là, on voit bien que la dynamique de remplissage était très bonne dès le départ, elle s'est maintenue, et au final, on s'est retrouvé dans nos essais à approcher des PMG de l'ordre de 50 grammes. Donc, pour rappel, sur cette diapo, on a quand même une phase de remplissage qui est plus courte sur orge de printemps, et donc parfois plus fragile aux mauvaises conditions de remplissage, notamment l'échaudage et le manque de rayonnement. Donc, Édouard, qui est à Bourges, dans une région dans laquelle se développent depuis quelques années des orges de printemps semées à l'automne, va nous faire un état des lieux des enjeux et de ce qu'il faut attendre de cette espèce semée à cette époque-là, à savoir l'automne. Merci Luc, bonjour à tous. Donc sur ce sujet des orges de printemps semées d'automne, une illustration de ce que l'on peut travailler aujourd'hui dans la plaine de Dijon. Donc ça, c'est une photo prise par Luc sur ses essais, où on compare face à face des semis, on va dire, de l'automne, alors entre le début novembre, fin octobre, ça dépend des dates de semis, et puis des semis plus classiques du 20-25 février. Alors, les semis d'automne, dans certaines régions, c'est loin d'être une pratique nouvelle. C'est une pratique qui se réalise, qui est plutôt maîtrisée maintenant depuis plus d'une dizaine d'années dans certains secteurs géographiques, comme par exemple en Champagne-Berrichonne, là autour de Bourges, pour des semis de mi-novembre. C'est aussi une pratique qui peut se faire plutôt quand on va aller plus se décaler vers l'ouest, tout ce qui est Poitou, Charente, la bordure maritime, où on peut avoir des semis qui courent tout l'hiver, on va dire de novembre, décembre, janvier, jusqu'en février, sans souci particulier. Maintenant, dans un contexte de changement climatique, on sait que globalement l'exposition au gel, et vous le ressentez tous chaque hiver qui passe, le gel hivernal, le risque de gel hivernal évolue. Et du coup, la pratique de semer des espèces de printemps à l'automne qui puissent passer l'hiver, on se pose pas mal de questions et on aurait une tendance au développement de cette pratique dans des zones habituellement réservées aux semis de printemps, des zones plutôt qui vont vers l'est, le nord de la France.
Alors, l'idée du topo, c'est pas de revenir sur l'ensemble de l'itinéraire technique de la culture, hein, ça, on y reviendra rapidement. On a des guides de préconisation qui reviennent sur ces éléments-là. L'idée, c'est vraiment de positionner la stratégie de cette pratique et de se poser les bonnes questions, de savoir ce qu'il faut attendre de cette pratique et quels objectifs on cherche. Et du coup, quand on va semer à l'automne, à quel risque supplémentaire on va s'exposer par rapport aux risques purement aléas climatiques de sécheresse de printemps, par exemple, comme nous l'a dit Mélanie. Donc je pense que si on résume ce qu'on va rechercher dans un semis d'automne par rapport à la physiologie de l'orge de printemps que nous a présenté Mélanie juste avant, ça va être l'objectif, ça va être de sécuriser les composantes de rendement. Vous avez vu dans le graphique de Luc en introduction, il y avait une très forte variabilité des rendements d'orge de printemps entre les années. C'est d'autant plus vrai dans les sols superficiels, on va dire tous les sols argilo-calcaires des zones intermédiaires, où l'orge de printemps a de gros aléas en termes de rendement. L'idée d'un semis d'automne, ça va vraiment être de sécuriser ces composantes. La première composante à sécuriser, et la principale, on vient de le voir, c'est le nombre d'épis. En semant à l'automne, nombre d'épis mètres carrés, pardon, j'entends bien. En semant à l'automne, l'objectif, c'est d'avoir une culture implantée, évidemment, plus précocement, avec un système racinaire plus performant, puisqu'il aura beaucoup plus de temps pour s'installer, et donc une culture que l'on cherche plus robuste vis-à-vis des aléas climatiques, principalement au sol superficiel. Les collègues y reviendront en fin de présentation, mais la sécheresse montaison qu'on a connue en 2020 nous a bien montré qu'il y avait vraiment des aléas forts sur cette montaison et qui impactaient fortement le nombre d'épis. La deuxième composante de rendement à sécuriser, comme on n'a pas de plasticité sur le rendement, le nombre d'épis, le nombre de grains, pardon, excusez-moi, ça va être de sécuriser le remplissage. En faisant quoi? En précocifiant le cycle. L'idée de semer une culture plus tôt, ça va être de précocifier son cycle et vraiment d'être dans une stratégie d'esquive sur la fin de cycle, donc sur le mois de juin, et d'éviter d'avoir un remplissage exposé à des stress thermiques et hydriques forts. Et puis, donc ça, c'est les composantes physiologiques. Et puis l'idée derrière, quand même, parce que c'est toujours l'économie qui va finaliser les choix, c'est d'avoir une culture globalement dans ces régions que l'on va estimer proche d'un potentiel d'orge d'hiver, en grosso modo, mais avec l'intérêt de vendre une orge de printemps. Alors, attention, premier élément important de prise de risque, on parle d'une espèce de printemps qu'on va semer à l'automne, donc tout de suite, ce qui vient en tête, c'est le risque de gel. L'idée, quand on va semer à l'automne, c'est d'avoir au final une culture qui va arriver, alors ça c'est sur le papier, hein, qui va arriver au stade de 3 feuilles quand on va avoir les froids les plus marqués, c'est-à-dire en janvier, mais surtout en février. Alors pourquoi je vous dis c'est sur le papier? Parce que c'est très difficile de caler en avance le cycle, sachant que parfois on constate avec le changement climatique des automnes de plus en plus chauds et des hivers de plus en plus également chauds. Alors pourquoi ce stade de 3 feuilles? Parce que c'est vraiment à ce stade-là que la culture est vraiment la plus tolérante ou résistante au gel. Si on sème trop tôt, admettons au 15 octobre, on a le risque d'arriver au stade épi 1 cm pour ces cultures au mois de février, ce que disait Mélanie tout à l'heure, et d'avoir un risque de gel d'épi. Et la culture est très sensible à cette période-là. Si on sème trop tard, sur par exemple décembre, le risque, c'est d'avoir aussi une culture qui est au stade coléoptile, une feuille au moment de l'arrivée du froid, et là, une culture également qui est très sensible. Donc c'est vraiment ce timing qu'il faut arriver à trouver et à gérer. Alors, quel risque de gel on a aujourd'hui par rapport à ce qu'on a connu les dernières décennies? Ce que je vous ai mis là sur la carte de France, alors c'est que pour quelques stations, hein, j'ai pas mis l'ensemble de la France parce que ça aurait fait un gros beau dessin. Je vous ai remis là l'évolution de l'occurrence d'avoir des températures hivernales inférieures à moins 10 degrés. Donc dans les bulles, le chiffre qui est indiqué, c'est le nombre d'années sur 10 où j'ai une température hivernale inférieure ou égale à moins 10 degrés. Si je prends tout à fait au hasard la station de Bourges, ici, sur la période 1980-2000, j'avais 3 à 4 années sur 10 où j'avais une température inférieure à moins 10.
Sur la période 2000-2020, on passe de 0 à 2,5 sur 10. Donc on voit bien qu'on divise globalement notre occurrence d'avoir des températures gélides par 2. Alors évidemment, on retrouve globalement un gradient ouest plutôt est, avec, vous le voyez, sur la période 1980-2000, on avait 1 à 2 années sur la bordure maritime de risque, et on était à 3 à 6 années, donc un risque très fort pour le nord-nord-est de la France du côté de Reims. Par contre, l'évolution climatique fait qu'aujourd'hui, on est passé d'un risque quasiment nul, ici, comme vous pouvez le voir sur la bordure maritime, à un risque ici qui a été divisé par 2 à 3 par rapport à il y a une vingtaine d'années. Donc on a 1 à 4 années où on prend un risque d'avoir des températures inférieures à -10. Ce qui explique le fait que dans les régions historiques, on prend moins de risques à faire cette pratique-là qu'il y a une quinzaine d'années, et ce qui peut expliquer aussi le développement de cette pratique plutôt sur la zone nord-est de la France. Alors je vous l'ai dit, l'objectif de précocification du cycle, c'est bien d'avoir une culture plus robuste. Je vous ai mis sur une frise de temps, en haut un semis de printemps, qu'on considère, alors là j'ai mis des grandes dates un peu repères, alors ça peut varier dans les extrêmes en termes de région. Un semis pour un semis de printemps du 20 février, ce qui nous conduit à un stade épi 1 cm au 25 avril, une épiaison au 1er juin, et un remplissage qui va se faire sur le mois de juin, début juillet, et pour avoir une récolte au 20-25 juillet. Quand on va être sur un semis d'automne, donc si on considère un semis du 10 novembre, on va avoir un stade épi 1 cm au 20 mars, quasiment proche de celui d'un stade d'orge d'hiver classique, une épiaison au 10 mai et une récolte anticipée également d'une quinzaine de jours. Alors ce que l'on voit avec cette stratégie de semis d'automne, c'est qu'on va précocifier notre cycle. Ici, il faut retenir d'une vingtaine de jours. 20 jours, c'est pas négligeable, et ce qui va nous permettre surtout d'avoir cette épiaison plus précoce au 10 mai, et donc d'avoir une phase de remplissage qui va débuter sur mai et juin, mais qui va être dans une situation qu'on peut espérer potentiellement beaucoup plus favorable en termes de remplissage, puisqu'on sera moins exposé à un nombre de jours échaudants important que l'on peut avoir avec les orges de printemps sur juin ou tout début juillet. Et évidemment, on est dans des situations hydriques souvent nettement meilleures, encore en mai plutôt qu'en juin, et ça c'est d'autant plus vrai que l'on va être en sol superficiel. Alors, quels bénéfices on peut attendre côté rendement? Alors là, je vous ai mis, il ne faut pas forcément se focaliser sur tous les points et tous les chiffres en détail. L'idée, c'est l'idée globale qu'il faut retenir. Je vous ai remis une quinzaine de situations d'essais où on avait des face-à-face entre des semis de printemps et des semis d'automne. Sur cette série d'essais, on a, vous le voyez, en moyenne, ici, 15 quintaux de bénéfices à un semis d'automne versus un semis de printemps. La stratégie, et c'est ce qu'on constate dans la plaine aussi, c'est que globalement, ça nous permet de déplafonner les rendements 10 à 15%, voire plus, certaines années où on a des orges de printemps, semis de printemps qui sont très contraintes par le climat. Donc en moyenne, 10 à 15% de potentiel en plus, et qui se traduit surtout par une sécurisation de ce potentiel-là. Les semis d'automne, avec, comme tout ce qu'on vient de voir, une culture plus robuste, plus précoce, on va avoir moins de variabilité sur le rendement final, et du coup, de ce fait-là, on a à la fois une culture qui déplafonne son rendement, mais aussi qui le sécurise, et on a moins de grosses déceptions, on va dire, en termes de rendement. Évidemment, dans les contextes pédoclimatiques, où l'orge de printemps est une culture, on va dire, potentiellement à risque. Dès qu'on va basculer sur des sols plus profonds, si on prend l'exemple de la craie en Champagne, on a des écarts qui sont nettement moins à l'avantage des semis d'automne, évidemment, puisqu'on a des sols plus profonds avec des plus grosses réserves hydriques. Également, dans les situations, ce qui est rajouté en bas de la diapositive, si vous le voyez, dans les situations où on a de l'irrigation. Évidemment, l'irrigation lève la contrainte stress hydrique. Donc, on a une levée de cet aléa climatique. Donc, évidemment, il y aura moins de bénéfices dans ces situations-là où on a la capacité de lever
un stress climatique, on va dire artificiellement. Côté protéines, parce que c'est aussi un enjeu important pour cette culture en termes de qualité, récolte, on a un effet, sur ces mêmes essais, on a un effet dilution qui est modéré, hein, vous voyez, on est à 0,3 points, donc ce qui est très limité par rapport au gain de rendement. Globalement, ce qu'on peut aussi avoir dans des situations toujours un peu difficiles au printemps, c'est plutôt en tendance une meilleure valorisation des apports d'azote pour les semis d'automne. Pourquoi? Parce qu'on va être sur une stratégie d'apport quasiment calquée sur une stratégie d'apport en orge d'hiver, donc des apports qui vont commencer potentiellement début février, et puis des seconds apports plus ou moins fractionnés autour de début mars. Donc dans des situations où on a encore des cumuls de pluie qui permettent une bonne valorisation, contrairement à des apports sur orge de printemps où on peut avoir des apports à la fois au semis mais aussi un petit peu plus tard. Plus tard, ça veut dire sur, on va dire après le 15 mars, voire début avril, où on sait que là, on rentre dans une période de plus en plus critique en termes de valorisation des apports d'azote, parce qu'on a globalement, depuis quelques années, on va dire une traversée du désert du 20 mars au 15 avril, on va dire globalement. Alors, je vous le disais, ce n'est pas une pratique sans risque. On a vu le risque de gel. Il y a d'autres risques qu'il faut avoir en tête quand on met en place cette pratique. Évidemment, il y a tout ce qui va être pression maladie, et la maladie dominante sur cette culture, c'est la rhynchosporiose. Quand on va être en semis d'automne, on va totalement changer de cadre par rapport au semis de printemps vis-à-vis de cette maladie. On va avoir une nuisivité beaucoup plus forte, une pression beaucoup plus forte en rhynchosporiose, des nuisibilités que l'on peut attendre de 10 à 15 quintaux, voire plus. Ce qui veut dire que la maladie va pouvoir s'installer et avoir un cycle beaucoup plus long, puisqu'on va avoir un semis d'automne. Surtout si on a des automnes, on va dire, assez doux, des hivers sans trop froid marqué, on va avoir une maladie qui va fortement se développer. Ce qui veut dire potentiellement des interventions pour gérer cette maladie qui peuvent se faire dès le stade des 15 cm. Donc des pratiques, des programmes en 3 passages. Donc c'est quand même important à prendre en compte dans l'itinéraire technique. Et puis ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand vous regardez un catalogue de variétés et que vous regardez les notes vis-à-vis des maladies, faut savoir que les notes de résistance à la rhynchosporiose sur les orges de printemps, c'est des notes qui sont calculées, estimées via des mesures qui sont faites sur des orges de printemps en semis de printemps. Donc dans un contexte rhynchosporiose complètement différent et avec une beaucoup plus faible pression. Donc c'est pour ça que vous voyez des variétés, ici c'est un graphique qui sont issus avec des données issues de 2 essais en plaine de Dijon 2019-2020, où vous avez les écarts traités non traités vis-à-vis de la maladie en fonction de la pression rhynchosporiose mesurée sur F1 et F2. Et ce que l'on voit, c'est que des variétés comme KWS Fantex, RGT Planète, qui sont des variétés qui ont plutôt des bonnes notes rhynchosporiose, ben vous voyez, on subit une pression très forte quand on va les semer à l'automne. Donc il faut bien faire attention, une variété qui sur le papier peut sembler intéressante vis-à-vis de la rhynchosporiose, quand on va la basculer en semis d'automne, il faut bien faire attention et surveiller de très près, puisqu'on va remettre à plat, entre guillemets, le classement variétal. A contrario, Fandanga est une variété qui s'en sort plutôt bien sur ces semis d'automne. Alors, d'autres éléments de l'itinéraire technique et spécifiques au risque sur orge, il faut savoir que la génétique orge de printemps est une génétique qui ne présente aucune tolérance à la mosaïque. Donc, on a une sensibilité forte à la mosaïque pour cette génétique de printemps, que ce soit aux 2 pathotypes, hein, Y1 et Y2. Les orges d'hiver présentent quasiment toutes une résistance au pathotype Y1 et certaines au pathotype Y2. Ce qui veut dire que si c'est une pratique nouvelle que vous mettez en place en remplacement d'une orge d'hiver, malheureusement, il ne faudra pas s'étonner potentiellement de revoir de la mosaïque apparaître, puisque si vous aviez de la mosaïque Y1, votre orge d'hiver était tolérante, donc vous n'aviez pas d'expression de mosaïque. Par contre, si vous venez dans cette même parcelle semer une orge de printemps à l'automne, d'autant plus qu'en lassement à l'automne, elle sera beaucoup plus longtemps exposée au virus de la mosaïque, on peut avoir l'expression des symptômes. Côté gestion des adventices, et ça c'est vraiment une problématique de plus en plus montante, hein,
quand je parle adventice, je parle principalement adventice de type graminé, un vulpin rigor. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas l'effet agronomique d'un semis de printemps quand on va semer une orge à l'automne. Alors, il faut bien évidemment maximiser le levier agronomique date de semis sur cette culture, parce qu'on va avoir un semis du 10-15 novembre, donc il faut vraiment faire en sorte de bénéficier au maximum de ce levier agronomique en gérant en amont les graminées, mais on n'aura pas cet effet rupture de cycle avec un semis de printemps. Également, on a peu de solutions herbicides sur cette culture, efficaces à l'automne, sans risque de phytotoxicité. On a le risque de sensibilisation au froid. Et puis également, il faut avoir en tête que tout ce qui peut être investi à l'automne sur cette culture, globalement, c'est de l'argent perdu si on est sur une année de gel. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les ravageurs d'automne, et je parlerai principalement des pucerons. Ce n'est pas une pratique sans risque. Alors, on est moins à risque, évidemment, parce qu'on a l'effet décalage de la date de semis, mais on n'est pas sans risque, surtout si on a des automnes cléments, et toujours un hiver qui, parfois, dans certaines années, tarde à venir avec des températures qui permettent de limiter l'activité de ces ravageurs. Alors, pour terminer, et pour donner un petit peu d'économie à cette présentation, on avait fait une simulation, donc c'est valable en Champagne-Berrichonne, sur une ferme type où on avait plutôt type argilo-calcaire profond et moyen, une sole dans une rotation, on va dire assez classique, hein, colza, blé, orge, de la lentille, du tournesol, une sole d'orge d'hiver de 20%, et on venait remplacer dans ces 20% d'orge d'hiver un quart de cette part d'orge d'hiver par des orges de printemps semées d'automne. Avec les hypothèses de rendement que l'on se donne, c'est-à-dire que l'orge de printemps semée d'automne fait globalement le même rendement qu'une orge d'hiver, on est sur un ressemis 2 années sur 10, hein, les hypothèses que l'on a vues tout à l'heure. Et quand on ressème au printemps, on ressème de l'orge de printemps et on estime une baisse de 15% par rapport à nos données que l'on a aujourd'hui. En termes de résultats, voilà ce que ça nous donne. En moyenne, on était sur une marge supérieure d'une 115 € de l'hectare. Alors, ce n'est pas les 115 € de l'hectare qu'il faut retenir parce que, évidemment, comme c'est indiqué en dessous, hein, il y a une très grande variabilité à ces 115 € qui s'explique principalement par 3 facteurs. Donc, une variabilité que l'on avait de 65 à 150 € de l'hectare. Évidemment, le niveau de risque de gel. Hein, plus vous jouez sur le curseur risque de gel, ben, bien évidemment, vous perdez en bénéfice, en marge plutôt. Et puis après, évidemment, on retombe sur les 2 facteurs les plus explicatifs d'un produit brut. C'est le prix de vente de la culture, donc via le montant de la prime orge de printemps brassicole par rapport à l'orge d'hiver brassicole. Il y a des années où l'écart est très net et très favorable à l'orge de printemps. Il y a d'autres années où c'est moins vrai. Et puis évidemment, le niveau de rendement, mais ça va sans le dire. Alors bien évidemment, ces résultats sont à prendre avec des précautions. On est bien dans le remplacement d'une orge d'hiver par une orge de printemps, semée à l'automne. Et c'est valable plutôt sur des typologies d'exploitation Champagne-Berrichonne, on va dire, par extension, on pourrait étendre aux zones intermédiaires, mais dans des rotations et des contextes pédoclimatiques typiques plutôt de zones intermédiaires. Alors juste pour terminer, peut-être que vous allez avoir je vous l'ai dit en introduction, on n'est pas sur la présentation de l'itinéraire technique complet des orges de printemps semées d'automne. Il faut savoir que vous pouvez retrouver un grand nombre d'éléments, que ce soit date de semis, densité de semis, gestion des herbicides, gestion des maladies. Dans nos guides, choisir et décider orge d'hiver, où on fait des focus à l'automne et au printemps sur la conduite des orges de printemps semées d'automne. J'invite Eva Deschamps et Romain Scheller à monter sur scène. Ils vont nous évoquer des symptômes qui ont été observés très fréquemment au cours de l'année 2020, qui dans le passé récent ou ancien n'avaient jamais trop fait parler d'eux, et on a attribué ces symptômes à la présence de virus transmis par des pucerons. Donc à eux de nous dire de quoi ils retournent vis-à-vis de cette récolte 2020. Merci Luc.
Eva Deschamps, moi je suis ingénieure régionale sud, basée dans le Tarn. Et donc je suis accompagnée pour cette présentation de Roman Scheller, qui est ingénieur régional en Poitou-Charentes. Et donc pour cette dernière session de ce webinaire, on a effectivement voulu revenir sur ces symptômes de jaunissement en orge de printemps qui ont pu être observés dans un certain nombre de parcelles lors de la campagne dernière, et de vous apporter des éléments de réponse à la question suivante, donc comment l'aléa climatique peut jouer sur le risque JNO, spécifiquement sur nos orges de printemps. Alors, certains d'entre vous ont pu assister hier au webinaire qui était consacré spécifiquement à la jaunisse nalisante de l'orge. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu et puis qui souhaiteraient rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'on va faire, parce qu'on abordera cette question de manière assez rapide, je vous invite à vous connecter sur le YouTube d'Arvalis d'ici la fin de la semaine. Et donc, ce webinaire spécifique sur la jaunisse nalisante de l'orge sera mis en ligne et visionnable gratuitement. Donc, certains d'entre vous connaissent bien ce schéma. Ce schéma, il résume les 3 éléments qui sont nécessaires à une contamination et puis au développement de symptômes de jaunisse nalisante de l'orge. Donc tout d'abord, pour qu'il y ait un développement de symptômes, il faut qu'il y ait des populations de pucerons. Ce sont des vecteurs d'un virus, enfin de plusieurs virus d'ailleurs. Donc il faut des populations de pucerons qui soient présentes, que les conditions soient favorables à leur vol sur les parcelles. Et donc on parle souvent d'une moyenne de 12 degrés pour permettre le vol de pucerons ailés. Ensuite, il faut que ces pucerons soient porteurs de virus. Donc il y a plusieurs espèces de virus et puis plusieurs variations même au sein des espèces. Donc ces pucerons, ils vont aller s'alimenter en piquant la plante et multiplier le virus au sein de la plante puis au sein de la parcelle via l'alimentation. Donc le virus, lui, on sait qu'il a une activité qui sera bien plus importante en fonction des températures et puis un niveau d'agressivité qui varie également et sur lequel on n'a pas forcément toutes les informations, qui dépendent vraiment de beaucoup de paramètres. La plante hôte, elle va développer ou non des symptômes, donc en fonction de l'agressivité du virus, mais aussi de sa sensibilité propre. Et ce que l'on sait, c'est que donc ces symptômes sont variables entre espèces. On a des symptômes de la décoloration de feuilles jusqu'au nanisme, voire même de la disparition de plantes. Et donc, parmi les conséquences sur les plantes, ce que l'on peut citer par exemple, ça peut être une faible croissance des racines, un tallage réduit ou un faible remplissage du grain. Donc, l'orge de printemps fait bien partie de ces plantes hôtes, donc capable de recevoir par piqûre d'un puceron du virus de la jaunisse nalisante de l'orge. Et les questions qu'on peut se poser, ce sont les suivantes. D'abord, est-ce que l'orge de printemps peut exprimer des symptômes de JNO ? Donc oui, effectivement, l'espèce orge est l'une des espèces les plus sensibles à la JNO. Et l'orge de printemps peut bien exprimer des symptômes. Donc ça a été le cas certaines années où on a pu voir ponctuellement des symptômes dans les parcelles. Notamment, on parle des années 2015-2016, récolte 2016, notamment dans l'est de la France. Et puis l'année dernière, où là, ça a été de façon un peu plus généralisée sur le territoire. Est-ce que finalement, ce virus de la JNO a une nuisibilité directe importante sur l'orge de printemps ? En fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la nuisibilité directe, elle est fonction de l'agressivité du virus et de la sensibilité de l'hôte. Et finalement, on a assez peu de données sur la nuisibilité directe sur l'orge de printemps, tout simplement parce que les symptômes de jaunisse nalisante sont peu fréquents. On parle de quelques années ponctuellement. Et le rendement n'est pas forcément impacté par ces symptômes. On a pu voir des jaunissements sans forcément de perte de rendement. Et puis sur l'orge de printemps, on connaît mal l'impact de la sensibilité qui est créée par la jaunisse. Donc on parlait par exemple de réduction du système racinaire, aux sensibilités aux autres stress de manière générale. Par contre, on peut se poser la question de est-ce que ça peut arriver souvent ? Et finalement, la probabilité que ça arrive, elle est conditionnée à beaucoup de facteurs. Donc si l'on reprend ce triptyque, cela signifie que pour qu'une orge de printemps soit contaminée, il faut qu'il y ait eu des pucerons à l'automne, donc un automne doux, des populations qui finalement arrivent à se maintenir pendant l'hiver,
donc un hiver doux également, avec peu de gelée et puis des températures pas suffisamment basses pour entraîner la mort des pucerons. Donc on parle de -5 à -12 degrés selon les espèces de pucerons et en laboratoire, donc c'est vraiment des températures très basses. Et il faut également qu'il y ait présence de plantes hôtes, relais, qui soient suffisamment impétantes, donc soit des céréales d'hiver bien portantes, des adventices en bordure de champs, etc. Et puis dans un deuxième temps, il ne faut pas oublier qu'il faut qu'il y ait des conditions au printemps qui soient favorables au vol, c'est-à-dire à partir de 12 degrés, et donc pour que les pucerons puissent migrer des parcelles et des cultures d'hiver aux cultures de printemps. Ensuite, on sait que plus la température est élevée, plus le virus va se multiplier dans la plante. Et donc, forcément, en fonction des conditions climatiques, on peut avoir développement ou non de symptômes. Donc, en conclusion, finalement, les conditions qui sont propices à l'infection virale des orges de printemps sont généralement peu réunies. Et donc, Romain va bien vous le montrer par la suite. Oui, donc bonjour à tous, c'est Romain Thiers. Donc comme vous le dit Eva, les conditions étaient jusqu'à présent peu réunies pour avoir des expressions et des symptômes de JNO sur les orges de printemps. Donc la question qu'on peut se poser collectivement aujourd'hui, c'est est-ce que l'évolution, le changement climatique va changer la donne sur ce risque de pression JNO. Alors nous vous proposons à travers ces différents graphiques d'analyser et d'évaluer les conditions climatiques favorables ou non à la présence de pucerons et donc derrière de JNO, et surtout leur évolution sur les dernières dizaines d'années. Alors pour plus de lisibilité, nous allons regarder aujourd'hui un exemple, un cas, ici à Fagnières, dans la Marne, mais sur le replay, vous aurez à disposition d'autres postes météo, à Bourges par exemple, plus sur la région centre, au Magnereau pour le secteur plus Poitou-Charentes, ou Auch pour le secteur plus sud de la France. Donc, je vous propose de zoomer sur ce poste météo dans la Marne. Alors, ce graphique vous présente par décade le nombre de jours en moyenne supérieur à 12 degrés. Donc, qui est un seuil, une température moyenne indicative de vol potentiel de pucerons et donc derrière, potentiellement, de risque de contamination de parcelles fraîchement levées. Alors, comment lire ce graphique? Si on regarde par exemple la courbe rouge ici, entre les années 80 et 2000, sur la première décade d'octobre, nous avions 6 jours sur 10 avec des températures supérieures à 12 degrés, donc favorables à la dissémination des pucerons. Entre 2000 et 2020, la courbe verte, c'était plus de 7 jours. Et donc là, on peut caractériser de manière objective cette tendance à plus de douceur à l'automne, notamment sur le mois d'octobre, et donc potentiellement cette augmentation de la pression du puceron par rapport au semis d'orge d'hiver. On voit très bien qu'on peut être plus exposé. Concernant l'orge de printemps, le contexte est très différent. Alors, si on considère des semis de fin février dans cet exemple, on peut voir que potentiellement les températures moyennes sont un peu plus importantes sur ces 20 dernières années, mais on reste quand même à un nombre de jours au-dessus de 12 degrés qui est plus faible qu'à l'automne, premièrement, et des populations de pucerons qui sont souvent plus basses. Comme l'a dit Eva, on vient de passer l'hiver avec potentiellement des jours de gel. Donc les conditions propices à l'infection virale en orge de printemps sont quand même beaucoup moins réunies que sur les orges d'hiver, et même ces dernières années. Notez que par rapport aux réflexions que l'on a pu avoir ensemble sur les orges de printemps semées à l'automne avec Édouard, on peut voir ici que si on considère des semis du mois de novembre, on a moins de jours également possibles de dissémination et de vol de pucerons par la suite. En revanche, on ne peut pas exclure si on se retrouve dans des automnes très très doux. Pour le coup, on vient d'une situation où potentiellement les réservoirs de pucerons dans l'environnement sont plus importants à cause de l'automne. Donc à la question, est-ce que le risque JNO risque d'être plus fréquent demain?
Alors, comme l'a dit Eva, la possibilité que ça arrive est conditionnée quand même à beaucoup de facteurs, et un automne très doux, et un hiver qui ne permet pas la mortalité des populations de pucerons, plus des conditions favorables au printemps. Donc le risque sera toujours, dans les années à venir, moindre qu'en orge d'hiver, bien que sur des hivers exceptionnellement doux, et on va le voir avec l'exemple de l'année dernière, on peut observer des symptômes de JNO. Alors effectivement, comme l'a dit Romain, hein, on a vécu une année 2020 assez atypique hein, pour l'orge de printemps. Donc pour mettre en lumière cela, je vous ai positionné toujours sur la station météo de Fagnières dans la Marne, des températures moyennes journalières qui ont été relevées entre le 1er décembre et le 30 mars, en faisant apparaître les 5 dernières années en comparaison. Donc lorsqu'on regarde l'année 2020, donc qui apparaît en rouge hein, sur le graphique, ben, on remarque que sur le mois de décembre, on a eu des températures qui ont été très douces, avec très peu de températures négatives, et pour les quelques jours qui ont été négatifs, des températures qui ont été peu basses, hein, qui ne permettaient pas de diminuer drastiquement les populations de pucerons. Je vous ai parlé tout à l'heure de moins 5 à moins 12 degrés en laboratoire. Donc, et pas au champ, donc voilà, c'était pas des conditions qui ont permis de diminuer les populations. Et ce constat, on peut le faire France entière. On a pris l'exemple de Fagnières, mais on a eu, notamment dans le sud de la France, hein, des températures bien plus chaudes. Par exemple, hein, au 25 décembre à Montances dans le Tarn, la station affichait 15 degrés en moyenne. Donc à partir du mois de janvier à Fagnières et puis jusqu'au semis des orges de printemps, on voit que les conditions favorables se sont maintenues, avec des températures moyennes qui oscillaient entre 5 degrés et jusqu'à 14 degrés, donc avec des possibilités de vol également. Et donc on peut très largement affirmer qu'avec ces événements successifs favorables, il y a pu avoir une migration donc, de pucerons qui étaient présents sur les cultures d'hiver vers les cultures de printemps qui étaient en cours de levée. Alors, si l'on regarde sur la diapositive suivante, les analyses des BSV, effectivement, on constate qu'en 2020, il y a eu une augmentation très importante des signalements de pucerons sur orge d'hiver, sur orge de printemps, pardon. Donc on passe de 83 signalements en moyenne sur la France sur les 5 dernières années à 360 rien que pour l'année 2020. Et pour ces observations, on voit qu'il y a une augmentation très forte hein, des fréquences de plantes habitées par les pucerons. Donc pour rappel, hein, les recommandations établies pour le déclenchement d'un traitement insecticide sont de 10% de plantes porteuses d'au moins un puceron ou 10 jours de présence. Donc pour les observations qui ont été réalisées, on voit qu'il y a environ 20% des parcelles qui étaient clairement dans le rouge, hein, c'est le cas sur le graphique, c'est-à-dire que les fréquences étaient de plus de 10% de plantes porteuses d'un puceron, donc qui nécessitaient une intervention phytosanitaire. Et puis, dans environ 25% des parcelles, on avait des fréquences qui oscillaient entre 0 et 10% de plantes qui étaient infestées par au moins un puceron. Et donc, avec un risque, si les pucerons étaient présents pendant plus de 10 jours, éventuellement d'avoir des dégâts sur les parcelles. Donc, ces niveaux d'infestation hein, sur orge de printemps, c'est des niveaux qu'on n'avait jamais observés hein, dans les BSV. On le voit très bien hein, sur ce graphique. Et en plus, à une échelle aussi importante hein, depuis 2012. Hop. Donc une pression puceron hein, qui était beaucoup plus importante au début du printemps. Et donc ça a été observé. Et derrière, un peu plus tard dans le printemps, au courant du mois de mai, nous avons eu de nombreuses remontées du terrain et nous avons pu observer des symptômes de jaunissement sur les orges de printemps, assez atypiques et assez généralisés, notamment sur les grands secteurs brassicoles, auxquels on n'avait pas forcément l'habitude. Alors, une enquête a été lancée par Arvalis et relayée pour recenser, essayer de mieux caractériser ces jaunissements.
Donc, vous pouvez voir ici hein, sur des résultats, des remontées, plus de 309 retours au final. Plus de 309 retours pardon, au final, avec des remontées notamment sur les secteurs Île-de-France, Champagne, Bourgogne, mais aussi du Nord et disons en règle générale du grand secteur Ouest. Et donc sur ces retours et sur nos observations, nous avions de nombreuses similitudes, hein, notamment sur les symptômes. Premièrement sur la répartition des symptômes, que nous pouvons qualifier d'homogène dispersé. Alors, je m'explique. Hein. Homogène dans le sens où souvent toute la parcelle était touchée et dispersé dans le sens où toutes les plantes n'étaient pas touchées. Ce qui était quand même une répartition de symptômes assez spéciale et pas forcément associée à du moutonnement, donc au phénomène de nanisme qu'on peut voir notamment sur des orges d'hiver qui sont très touchées par la GNO. Et donc les symptômes sur plante, hein, vous pouvez les voir là. Souvent, les feuilles du bas étaient restées et les feuilles du dessous étaient restées vertes. Et derrière, nous observions, vous avez pu éventuellement observer ces jaunissements hein, par la pointe sur les feuilles du haut. Alors, les analyses en laboratoire ont confirmé la présence de GNO hein, dans de nombreux cas avec ces symptômes, sur les plantes à la fois symptomatiques, mais aussi sur les plantes asymptomatiques des mêmes parcelles. Donc, présence du puceron et derrière, présence de symptômes de GNO sur l'orge de printemps de manière assez importante à l'échelle des grandes régions productrices brassicoles. Alors avec cette présence de GNO et les rendements en berne, voire décevants ou pire, se pose la question de la nuisibilité. Donc, comme l'a dit Eva, c'est des cas assez exceptionnels. Nous n'avons pas forcément de référence précise, mais avant d'incriminer cette maladie, il faut se rappeler de ce que Mélanie nous a expliqué au niveau de la physiologie en première partie, à savoir que le nombre d'épis est primordial dans la construction du rendement de l'orge de printemps. Et derrière, selon nous, au vu du contexte et du climat que nous avons pu vivre au printemps, avec à la fois une sécheresse et associée à des ETP records, le facteur limitant principal sur le rendement des orges de printemps cette année reste ce phénomène climatique. On peut l'illustrer, nous pouvons l'illustrer avec cette carte hein, de bilan P moins ETP, donc pluie, pluviométrie moins ETP qui illustre la demande climatique. Entre le 15 mars et le 31 mai, donc on est vraiment sur cette période de montaison et jusqu'à, disons, environ et piaison sur les différents stades. Et nous pouvons observer notamment sur les grandes zones brassicoles, mais pas que, aussi dans le nord, aussi dans l'ouest, des déficits de l'ordre de 200 mm. Ce qui est très important. Et vous vous souvenez de cette période avec pas de pluie, du soleil et également du vent, hein, donc une demande climatique qui était très importante. Et donc ce que nous pouvions dire en première partie, c'est que sur les secteurs Grand Est où de nombreux essais vraiment physiologie ont été menés, nous avons pu mettre en lumière une relation assez franche entre le cumul de pluie entre semis et piaison et le rendement. Donc ce que vous disiez Mélanie tout à l'heure, il faut compter environ 120 mm sur ces exemples-là pour pouvoir espérer atteindre un bon potentiel. Et donc cette année, si vous faites cet exercice sur ces régions, nous étions plus entre 60, 80, peut-être 90 mm pour les plus chanceux. Donc plutôt là, sur cette courbe des rendements, donc regardez là sur des potentiels plutôt bons à 80, 90, voire des 100 quintaux, on se retrouvait plus cette année sur des 50, 60, 70 quintaux pour les principaux. Et donc cette sécheresse explique quand même en
grande partie ou nous permet mieux d'expliquer les déceptions de rendement que des potentiels symptômes des JNO, d'autant plus qu'il n'y avait pas de jaunissement. Alors, cette sécheresse pourrait expliquer également l'apparition en nombre de tous ces symptômes de JNO, ce stress hydrique ayant mis en difficulté de manière physiologique les plantes et ayant pu exacerber les symptômes de JNO. C'est en tout cas une hypothèse que l'on peut formuler. Néanmoins, nous ne pouvons pas exclure que là où la pression a été les plus forte, les pucerons virulifères les plus présents dès les stades jeunes, nous ne pouvons pas exclure que des pertes de rendement soient le fait de la présence de pucerons et donc de JNO, sans malheureusement pouvoir faire la part des choses entre ce qui revient du puceron, ce qui revient du stress hydrique et peut-être de l'interaction des deux. Alors pour conclure, donc vous avez bien compris qu'il y avait eu effectivement une forte pression puceron assez atypique en 2020, avec donc néanmoins un impact du stress hydrique au printemps qui a été bien plus dévastateur et qui a participé très majoritairement aux résultats qu'on connaît. Donc ne nous basons pas sur cet extrême pour construire l'itinéraire technique de cette campagne. Donc nous vous avons montré que les conditions propices à l'infection virale et au développement des symptômes de JNO sur orge de printemps n'étaient que très rarement réunies. On peut relativiser les symptômes qu'on a vus en 2020, mais ça nous nécessite quand même de rester vigilants, notamment si les conditions climatiques sont favorables au maintien des populations de pucerons sur les cultures d'hiver, donc avec un automne doux comme il est annoncé à l'heure actuelle, et puis qu'au cours de l'hiver, on se retrouve à nouveau avec un hiver très très doux, et que les conditions sont réunies pour qu'il y ait des vols au printemps entre les cultures d'hiver et les cultures de printemps. Eh bien, il faudra vraiment être vigilant et aller observer vos parcelles à partir d'une feuille, on va dire, puisque pour ceux qui ont suivi le live JNO, rien ne sert de faire un traitement à la levée ou avant une feuille. Suivez les recommandations en cas de traitement, donc 10% de plantes porteuses d'au moins un puceron ou 10 jours de présence. Nous arrivons donc au terme de ces présentations, de ce webinaire, de cette conférence en ligne. Moi, j'aime bien quand on cause français. Et sur donc la dernière diapo, je vous rappelle quels sont les acteurs qui ont préparé, présenté les différents sujets. Merci à eux. Merci à vous pour votre attention. Merci à vous pour les nombreuses questions que vous avez posées. N'hésitez pas, j'y reviens, à nous poser des questions par mail et je me dis que peut-être le meilleur moyen pour vous serait de répondre à Christelle Moreau lorsqu'elle va vous envoyer à nouveau le questionnaire de satisfaction et le lien très vite du replay de ce webinaire. Profitez-en. Posez-lui votre question technique et nous sommes organisés pour que Christelle nous envoie, nous adresse ces différentes questions et nous ferons un plaisir d'y répondre. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne journée.